Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le livre de Joseph Roussel qui s'appelle La folie douce, sous-titré Psychose et création. C'est un livre qui a été sélectionné par le jury du prix Oedipe et puis ensuite par les libraires participant au prix Oedipe 2019. Alors malheureusement, Joseph Roussel, pour des questions d'emploi du temps et d'éloignement, ne peut dialoguer avec nous par vidéo. Et du coup, l'idée c'est de lui envoyer une vidéo avec laquelle il va pouvoir dialoguer. Je terminerai donc tout à l'heure en lui posant 3 questions. Tout d'abord, son livre, quelques mots de présentation. Donc voilà l'ouvrage, c'est aux éditions RS. C'est un livre tout à fait agréable à lire, c'est un livre plaisant et qui ne cesse de parler de rencontres, des rencontres de l'auteur avec de grands personnages, de grandes personnes qui sont psychotiques, qu'on peut dire fous, mais que Joseph Roussel a su accueillir autant qu'il a pu accueillir leurs œuvres. Il nous raconte ainsi l'histoire de Jeannot et de son plancher. Les Parisiens savent que le plancher de Jeannot est exposé devant l'hôpital Sainte-Anne. Il nous parle aussi de Bascoulard, un clochard céleste qui a vécu à Bourges et qui dessinait des plans de la ville de Bourges absolument extraordinaires. Et puis il nous parle aussi longuement de Glenn Gould et de la dimension autistique dans laquelle ce grand pianiste s'était souvent enfermé. Mais Joseph Roussel nous parle aussi de tout un tas d'autres rencontres, des patients, ses patients, et de tout un tas d'autres créations, puisque son idée, dans ce livre-là, c'est de nous faire partager la valeur de création d'un certain nombre d'œuvres réalisées par des personnes qu'on dit folles, ou bien qu'on qualifie de psychotiques. Voilà. C'est donc un livre qui accueille, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Et le rapport de ce livre avec la théorie psychanalytique est vraiment très agréable, puisque la théorie psychanalytique que maîtrise parfaitement Joseph Roussel n'est pas là pour expliquer l'œuvre ou pour expliquer la dimension personnelle de l'auteur des œuvres, mais est là simplement parce qu'elle permet, cette théorie, d'accueillir, d'écouter et d'entendre. Et cette façon d'utiliser la théorie nous a semblé à tous tout à fait heureuse. Voilà, j'en viens aux 3 questions que je voudrais poser à l'auteur. Je les ai rédigées. Alors, la première question, ce serait comment êtes-vous passé de l'attention au travail social, dont on sait que cela a été l'essentiel de votre vie, et vous avez beaucoup publié là-dessus. Comment êtes-vous passé de cette attention à l'attention, à la psychose et à l'accueil des psychotiques? Ma seconde question aurait trait à cette question de la folie douce. Vous savez autant que moi que la folie n'est pas toujours douce, qu'elle est parfois très pesante, très lourde. Elle peut être violente et elle parfois obère toute possibilité de création. Et je voulais vous demander un petit peu comment vous pourriez nous parler, au fond, de cette balance entre la dimension sans doute créative de la psychose, en tout cas vous la mettez en valeur dans votre livre, et puis cette dimension, au contraire, tout à fait angoissante et immobilisante. Voilà. Dans le même esprit, je pourrais vous interroger sur la question de la stigmatisation. Vous avez une citation à un moment, vous dites que vous pensez qu'il est juste de libérer le fou de la gangue de terreur qu'il engendre, y compris en lui-même. Je trouve que cette phrase-là fait écho au grand mouvement qui est un mouvement sociétal, qui n'est pas un mouvement du tout tenu par les psychanalystes, sur la déstigmatisation. Et votre propos montre bien que ce n'est pas seulement la société qui stigmatise les fous ou les malades, mais qu'eux-mêmes se trouvent stigmatisés
par l'angoisse, par la terreur qu'ils s'engendrent à eux-mêmes. Voilà. Et puis enfin, ma dernière question portera sur la dimension thérapeutique des œuvres réalisées. Vous dites à plusieurs reprises combien la réalisation d'œuvres des patients les soigne. Et je voulais vous poser la question, à votre avis, est-ce que cela suffit, au fond, de reconnaître cette dimension de guérison de l'œuvre, même si elle est infime? Est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est suffisant comme traitement? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives thérapeutiques que vous soutiendriez? Personnellement, j'ai été très sensible à cette dimension-là, où finalement l'accueil le plus juste, le plus calme, est peut-être la dimension la plus thérapeutique qui soit. Cher Thierry de Rochegonde, tout d'abord un grand merci d'avoir prêté intérêt à mon petit livre sur la folie douce, et puis merci pour vos questions que vous m'envoyez par, par, par mail et par image interposée. C'est toujours très compliqué de parler d'image à image. Voilà, bon, je vais essayer de me plier à l'exercice. D'abord quelques mots de présentation pour présenter mon parcours qui est assez singulier. Comme beaucoup de gens de ma génération, eh bien j'ai beaucoup bourlingué quand j'étais jeune, avec le sac à dos un peu partout en Europe, et puis en Orient, en Inde où j'ai vécu quelque temps, etc. Et puis dans les années 70, je me suis impliqué dans ce mouvement qui était à la fois communautaire et je dirais de retour à la terre, ou peut-être de retour à certaines valeurs. Je dis ça parce que c'est dans ce cadre-là que j'ai pu accueillir, d'abord en Espagne, et puis ensuite dans le Gers, des enfants, des adolescents, des adultes en grande difficulté sociale ou psychique. En Espagne, il a fallu partir assez rapidement puisque c'était sous le règne de Franco qui est mort en 75 et nous avons été pris, je dirais, dans la fin de cette histoire tragique et donc il nous a fallu partir. Je me suis installé dans le Gers, dans une ferme avec 1 hectare de Madiran, avec des poules, des oies, des canards, ce qu'on trouve dans toute ferme, et je dirais dans la foulée, les collègues qui m'avaient envoyé des jeunes en Espagne, eh bien, ont continué. Ce travail s'est fait pendant 5-6 ans, donc dans un cadre familial, puisque j'étais avec mon épouse et mes 2 enfants, et les personnes venaient passer un petit moment, et puis ça collait avec le groupe, et bien on faisait un bout de chemin ensemble, voilà, une idée assez simple, c'est-à-dire qu'on partageait le quotidien, je dirais, les outils de base du travail éducatif et thérapeutique, puisque la ferme où on vivait avait été décrite et inscrite dans les textes qui étaient paraphés par le préfet du Gers comme ferme thérapeutique, ce qui est plutôt quelque chose d'intéressant, qui nous met sur la piste d'ailleurs de ce que j'ai essayé de soutenir dans le livre. Voilà. Au bout de 6 ans, quand même, mes enfants et ma femme m'ont fait comprendre que partager le quotidien, bon, c'est quand même quelque chose d'assez lourd avec des personnes en grande difficulté, puisque notre travail, notre lieu de vie, je dirais, étaient les mêmes. Mais moi, j'avais découvert un métier et donc je me suis plongé dans l'élaboration des points de repère du travail d'éducateur spécialisé. J'y ai fait pendant ces 3 ans de formation de belles rencontres, notamment celle de François Tosquelles, qui m'a initié, je dirais, et mis le pied à l'étrier de la psychothérapie institutionnelle. J'ai travaillé auprès d'adultes psychotiques d'abord, dans la région toulousaine, et puis d'enfants psychotiques, au centre psychothérapie de Toulouse, sous la houlette d'un médecin directeur, mais qui était aussi psychanalyste, Rémi Puyello. Puis j'ai ouvert un centre
d'accueil pour toxicomanes avec des collègues. Et j'ai terminé ma carrière d'éducateur dans un lieu d'accueil que j'avais créé aussi avec des amis. J'étais président d'association pendant quelques années, qui s'appelait Transition. Voilà, puis je suis passé à la formation, à l'enseignement. Le travail d'éducateur ou le travail social en général se transmet, c'est un peu comme les métiers d'artisans. Hein, les plus vieux essayent de transmettre aux plus jeunes les ficelles du métier. Et j'ai exercé comme formateur auprès des CMEA, c'est un mouvement d'éducation populaire ancien, qui a plus de 70 ans, et ensuite à l'Institut régional du travail social de Montpellier, que j'ai quitté en 2000 pour des raisons assez précises que j'ai rendues publiques, à savoir que ces grands centres de formation sont en train de devenir des espèces d'usines à gaz où j'ai peur qu'on perde, enfin j'ai peur, en tout cas c'est mon point de vue, j'ai peur qu'on perde finalement le sens de la transmission et le sens de la clinique, ce qui est essentiel dans ces métiers. Une clinique de la rencontre humaine, évidemment, je crois que c'est la base et c'est le cœur de ces métiers. J'ai quitté donc l'IRTS, comme on dit, en 2000, et j'ai créé un centre de formation continu, l'Institut européen psychanalyse et travail social, dans lesquels on accueille des groupes pour une semaine ou plus sur des thématiques éclairées par la psychanalyse, sur le transfert, sur la question des psychoses, sur la formation des superviseurs d'équipe, etc. Voilà, j'ai par ailleurs une pratique de psychanalyse depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, et j'ai commis un certain nombre d'ouvrages, une bonne trentaine, avec un pari qui est le mien, d'essayer d'éclairer les pratiques sociales, les pratiques éducatives en particulier, à partir des concepts de la psychanalyse. Non pas que tous les concepts en tant que tels soient intéressants, en tout cas soient pertinents pour ces pratiques sociales, mais le concept de transfert notamment, auquel je me suis beaucoup intéressé, me paraît tout à fait précieux pour comprendre ce qui se passe entre un professionnel et un usager, comme on dit, dans une relation assez singulière finalement. Voilà en gros en termes de présentation. Alors maintenant je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées, que vous soulevez, qui me paraissent tout à fait intéressantes. D'abord, peut-être pour donner le contexte de la publication de cet ouvrage, il vient dans une série de trois livres. Le premier où j'ai ramassé des éléments cliniques et théoriques que j'avais construits au cours de ma pratique à la fois éducative et thérapeutique, que j'ai pensé, que j'ai élaboré en direction de mes collègues éducateurs, puisque si j'ai eu la chance de travailler moi avec des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont formé à l'approche des psychoses, malheureusement dans les formations actuelles, il n'y a pratiquement rien dans ce domaine-là, ce qui est assez catastrophique puisque les psychotiques, enfants ou adolescents ou adultes, du fait de la désaffection de l'État pour les soins psychiques, eh bien on les trouve aujourd'hui dans un certain nombre d'établissements, et je dirais les collègues travailleurs sociaux sont peu préparés à la rencontre de personnes qui sont dans ces difficultés et ces souffrances assez prégnantes. Voilà un peu la place de ce livre. Donc le premier livre sur l'approche des psychoses dans le travail éducatif, un second que j'ai intitulé La folie créatrice, autour d'un ami que j'avais rencontré dans les années 70, Alexandre Grothendieck, que sans doute un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, mais qui avait cette particularité, peu de gens le savent d'ailleurs, d'être, comme le disait Jacques Lacan, un paranoïaque de génie. C'est-à-dire qu'il a mobilisé le savoir mathématique, et il a inventé d'ailleurs, il a ouvert des voies qui n'existaient pas jusque-là, pour participer à une mission étonnante, à savoir de
de rétablir l'équilibre de l'univers qui était menacé par les malfaisances du diable. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, c'est à partir de cette, je dirais, de ce moteur complètement, je sais pas comment on pourrait dire ça, délirant, oui, pourquoi pas. Bon, ce moteur délirant, en fait, qu'il a inventé un domaine des mathématiques qui n'avait pas été exploré jusque-là. Juste sur la question du délire, puisque ça me vient, Freud quand même nous a donné des points d'appui tout à fait précieux, en tout cas qui m'ont servi de guide et de main courante pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Je pense à cette phrase qu'on trouve dans le cas Schreber. Le psychotique, écrit Freud, rebâtit l'univers, non pas pour le rendre plus splendide, mais pour pouvoir y vivre à nouveau. Et il le rebâtit à l'aide de son travail délirant. Cette idée d'une séparation entre le travail social et le travail psychique est un peu illusoire, n'est pas conforme à ce qui se passe dans la pratique. D'autant plus qu'on a un texte de Freud tout à fait remarquable et que peu de gens connaissent, autant du côté des psychanalystes que du côté des travailleurs sociaux. C'est un texte qu'il écrit en guise de préface à l'ouvrage d'un éducateur qui s'appelait August Eichhorn, qui exerçait dans les années 1920 à Vienne. Et Freud nous dit ceci, la psychanalyse s'est d'abord intéressée au travail avec les adultes, puis grâce aux pédagogues, aux recherches des enseignants, des éducateurs, eh bien, on s'est aperçu que fallait aller d'abord creuser du côté de l'enfant et de l'enfance. Et Freud écrit ceci qui est tout à fait énigmatique. L'être humain porte en lui l'enfant. Alors il utilise le terme de Das Kind, qui est un neutre, et non pas ein Kind, un enfant. Hein. L'être humain porte en lui l'enfant tout au long de la vie. Déjà, c'est un peu étrange. Et il ajoute, l'enfant en question fait quelques petites apparitions dans le rêve, dans le symptôme et dans la création artistique. Et voilà, Freud nous dit que par des voies différentes, qu'il ne faut pas confondre, qui participent à la fois de formation et de positionnement qui ne sont pas les mêmes, la voie de la réalité psychique et la voie de la réalité sociale, eh bien, ces deux types d'intervention convergent, écrit Freud, vers la même intention. Il utilise le terme d'Absicht, qui est, lorsqu'on tire à l'arc, qui est la cible. Nous avons la même cible, qu'on soit travailleur social ou travailleur psychique, si j'ose dire, à savoir ce qu'il appelle, ce qu'il désigne comme le traitement de l'énigme de l'enfant. Voilà. Alors, la question de la folie douce, effectivement, vient un peu contrecarrer cette idée que on aurait affaire dans la psychose à une forme de folie furieuse par moment. C'est vrai, mais on peut se poser la question de pourquoi il y a ces formes de débordement dans la psychose. Pourquoi d'ailleurs aussi au niveau des représentations sociales, il y a comme ça des choses qui viennent masquer et qui viennent mettre l'accent sur ce type de manifestations. Je pense notamment à des choses assez scandaleuses lorsque, il y a quelques années, un de nos présidents de la République ose dire que les malades mentaux sont des meurtriers en puissance, et ça a des effets de déflagration dans le corps social absolument terribles. Voilà, donc j'ai repris les choses, moi, en disant qu'il y avait des possibilités d'apaisement dans les souffrances que vivent les psychotiques, qui sont livrés, on le sait bien, à des angoisses terribles, angoisses de morcellement, de séparation, de chute, etc. Et auxquelles il faut prêter, je pense à cette belle expression de Lacan, une fraternité discrète. Il y a ce devoir d'accompagnement, de soutien de nos compagnons en humanité, et je crois auquel on n'a pas le droit de se dérober. Alors évidemment,
la thèse que je soutiens, c'est que lorsqu'on approche cette question, la question des psychoses, par le biais de la création, alors là je préciserai, parce qu'on pense souvent à la création sur le plan artistique, bien au-delà du plan artistique. Il se trouve qu'un certain nombre de créateurs de psychotiques trouvent leur voie dans la création, dans la peinture, je pense à tout ce mouvement, notamment de l'art brut, dans la littérature. Je suis en train de travailler sur un autre ouvrage sur les fous littéraires, par exemple. On voit comment, dans la matrice même du langage et de la création dans les littératures, il y a des voies tout à fait intéressantes. Ou que ça soit dans le domaine scientifique, comme mon ami Grothendieck, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des formes d'expression et de création qui ne tombent pas dans un domaine qui ont une reconnaissance sociale particulière. Je pense je le dis dans le livre, à un souvenir d'enfance où ma mère faisait des ménages. Je suis né dans un camp de nomades, et donc elle allait faire des ménages, et elle me confiait à une vieille dame, la mère Pogam, qui avait une fille, Angèle, d'une 40aine d'années. Et je passais des heures avec elle, tout à fait ébloui, parce que Angèle arrivait à faire quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Elle prélevait de la salive au bord de ses lèvres et produisait des arabesques comme ça dans l'espace, qui miroitaient et qui m'éblouissaient, moi. Voilà comment Angèle était, pour moi, dans mes yeux d'enfant, non pas une folle, parce que ça n'avait aucun sens pour l'enfant que j'étais, mais une créatrice merveilleuse. Et je crois que j'en suis persuadé, même le fait que je partage avec elle ce moment comme ça, de vie et de création, avait des effets d'apaisement certains. En tout cas, je crois qu'elle m'a transmis quelque chose qui a produit, finalement, qui a favorisé mon intérêt pour l'approche des dits psychotiques.